Je reviens tout juste des Europes de JJB Guy qui ont eu lieu à Paris, donc les Europes JJB 2024. C'est la deuxième fois que ça se produit à Paris et cette année j'ai accompagné toute la semaine de Mika Galvao pour sa préparation aux Europes. Et dans cette vidéo, je veux revenir un petit peu sur sa performance. Je veux aussi revenir sur la performance dont on parle trop peu d'Aurélie Leverne qui a été la première Française à gagner alors on peut pas dire les championnats d'Europe, mais l'Open européen JJB en Guy. Voilà, et puis un petit peu sur la compétition aussi. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas, comme d'hab, un like, un commentaire. Et puis partagez-moi aussi ceux qui ont pu voir l'événement, ce que vous en avez pensé, c'est toujours intéressant. Du coup, Mika Galvao, alors pour la petite histoire, Mika Galvao, c'est 10 jours avant. En fait, il s'est inscrit le dernier jour, et c'est pas pour rien, c'est parce que il s'est décidé le dernier jour. Pourquoi ? En fait, si vous allez voir sur l'Instagram de Melky, donc son papa, son entraîneur, il a expliqué ça juste après la compétition. En fait, le dernier jour, ou l'avant-dernier jour, il y a son sponsor, Kings, donc, qui le paye tous les mois pour porter sa marque, pour en faire la pub sur les réseaux, etc. Donc Bruno de Kings qui envoie un message au papa et qui dit Mika, il va pas faire les Europes IBJF. Et donc Melky lui explique que c'était pas prévu parce que on lui propose énormément de combats payés, donc billets payés, hôtel, nourriture, enfin voilà, comme un professionnel. Puis le combat payé, ça va de 5 000, 10 000, 15 000, des fois plus, dollars pour pouvoir faire un combat. En plus, il y a des médias professionnels et tout, donc entre payer son billet, devoir aller faire la compète, payer son hôtel, etc., et puis rien gagner à la clé à part la médaille, et aller faire une compétition ou un combat où c'est rémunéré, le choix il peut vite être fait, et l'idée c'était pour eux de se focus vraiment sur le no-gi, et donc ça faisait déjà 2-3 mois que Mika il faisait pas du tout de kimono. Et en fait, voilà, c'est des gens quand même assez corrects, et c'est pour ça que je les apprécie vraiment, et que je m'entends vraiment bien avec eux, parce que voilà, ils respectent avant tout ceux qui les aident, et quand on voit la réaction tout de suite de Mika, ça a été non mais attends, il nous aide depuis le début, voilà, je suis payé tous les mois par eux, c'est parti, s'il a besoin de moi je suis là. Et du coup ça s'est décidé à 10 jours avant la compétition, il s'est inscrit, dernier jour pour s'inscrire, il s'est inscrit, et il a remis le gi le lendemain. Et comme disait son père, il disait que c'était pas gagné parce que ça faisait un moment qu'il avait pas fait de kimono, et les mains saignaient, il arrivait même pas à attraper le kimono. Il combattait surtout ces derniers mois sur des événements sans points, que à la soumission, donc il avait du mal à se remettre en tête un petit peu tout le système de points IBJF. Et au début il disait j'avais vraiment peur quoi. Il se disait oh là, dans quoi on est parti. Et au final plus se rapprochait de la compétition et plus il se sentait bien. Et donc voilà, moi je les ai vus accompagner toute la semaine là sur Paris. J'ai eu cette chance de voir de près en fait le travail de son papa. Franchement, Mika c'est vraiment un diamant, mais encore une fois, comme je l'ai dit sur mon Instagram, il est un... Alors je sais pas comment on dit, je sais pas ce que c'est un diamant avant d'être un diamant, mais en gros il y a la pierre précieuse et puis sous la pression ça va devenir un diamant quoi. C'est vraiment ça quoi. Et toute la semaine, il est sous pression. Son papa, il travaille beaucoup à la pression. Il n'y a vraiment pas une minute où ça pense pas à combat, où ça pense pas à la compète. Toute la semaine, et puis ça s'entraîne. Ça pense technique, ça pense stratégie, nourriture, enfin tout quoi. Enfin athlète de haut niveau quoi. C'est vraiment athlète de haut niveau. Et quand je vois ça, et quand je vois un petit peu, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, et quand je vois un petit peu tous les autres, comment ils réagissent, enfin comment ils agissaient, je comprends pourquoi ils ont ces résultats-là, quoi. Après, bien évidemment, Mika, c'est un talent, mais franchement, sans son père, je suis persuadé qu'il n'aurait pas les résultats qu'il a aujourd'hui, donc c'est vraiment... Et on voit souvent ça, c'est souvent deux personnes, et si vous avez vu ma vidéo sur ma finale ADCC, Open ADCC, à Austin, où je parle beaucoup de voix négatives dans la tête, en fait, c'est normal de les avoir, et je pense que tout le monde essaie de les vaincre et de faire en sorte de ne pas les entendre ou d'essayer de passer au-delà de ces voix négatives. Si le père il n'était pas là, franchement, je suis persuadé que Mika n'aurait pas ces résultats-là. Ou en tout cas, il ne serait pas aussi constant dans ses résultats. Et donc, voilà, la compétition elle arrive, il fait son premier combat, alors pas terrible,
enfin, pas terrible, en tout cas pas le Mika qu'on connaît, mais en fait Mika, si vous regardez bien, à chaque fois ses compétitions, pour moi c'est un mec des gros événements et des gros combats, et c'est un mec des finales, c'est un mec, à part à la DCC où il est passé un peu à côté, ou peut-être aussi que l'autre a été meilleur, plus intelligent, mais c'est vraiment le mec des gros événements, des grosses échéances, des gros objectifs. Il a battu Leandro Lo, il renverse Kaynan Duarte à l'événement. Après, Kaynan le blesse. Franchement, c'est vraiment le combattant des événements. Et du coup, on l'a vu aussi grandir tout au long de la compétition. Et surtout, le premier jour, il avait quand même pas mal de poids à perdre. Et donc, je pense qu'il est arrivé un peu affaibli sur son combat. Et le deuxième jour, c'était vraiment une machine et on l'a vu vraiment grandir. Et même ça se voit dans son regard. Je sais pas si vous voyez un petit peu sa finale quand il soumet Andy Murasaki sur clé de bras. On voit son regard qui est vraiment différent et on le voit qu'il est même complètement en flow, quoi. Il est complètement déconnecté, il est complètement dans son combat et il a vraiment envie de gagner. Et pour la petite histoire par rapport à ça, c'est entre sa demi-finale et sa finale, il y a eu beaucoup de temps, on a eu 3 heures je crois, ou 4 heures presque de récup. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On est parti à ma chambre d'hôtel qui était juste en face en Formule 1. Et on est parti dans la chambre et eux, pendant 1 heure et demie, ils ont regardé tous les combats de Murasaki. Et Mika, il a pris une feuille, il a pris un stylo et il a tout noté. Ok, là, il fait ça. Et pour la petite histoire, il savait très bien qu'il était très fort en one leg. Et donc, c'est pour ça que, si vous regardez bien, il accepte le renversement pour pas arriver dans la one leg de l'autre bien organisé. Parce que l'autre, il a essayé de rentrer il est parti pour rentrer en dessous, pour enclencher sa one leg. Et Mika, il s'est assis un peu tout seul sur les fesses, si vous regardez bien. Et en fait, parce qu'il voulait pas arriver dans le point fort de l'autre. Même si Mika est très fort, en fait, c'est comme disait son papa, c'est un combat. Il peut être on peut le gagner facilement et on peut le gagner en faisant vraiment la guerre, quoi. Et eux, en fait, ils veulent surtout pas la guerre. Ils veulent tout le temps essayer d'aller chercher le chemin le plus facile. Et ils savaient qu'Andy Murasaki, il a une très forte one leg et du coup, il voulait surtout pas aller dedans. Donc c'est pour ça qu'il s'est assis, qu'il s'est retrouvé en dessous et il a accepté de donner les 2 points à l'autre. Et en fait, il savait qu'aussi s'il mettait Andy sous pression, donc comme il l'a fait, garde fermée, ouverte, pied sur les hanches, pousser, tirer, mettre sous pression, à un moment, il allait devoir se redresser, il allait devoir commencer à attaquer, il allait faire des erreurs. Et il savait aussi que quand il faisait son passage de garde, il posait sa main toujours à cet endroit-là et que c'était une opportunité pour Mika d'aller chercher cette clé de bras. Vous regardez, la première fois, Andy il la pose, mais pas vraiment bien. Et je pense qu'Andy, d'ailleurs, c'est l'une de ses erreurs, c'est qu'il a vu qu'il l'a posé une première fois, il a réussi à s'échapper. Et il l'a reposé une deuxième fois, et là, ça n'a pas manqué, il s'est fait prendre en clé de bras. Et eux, ils savaient en fait qu'il posait sa main à cet endroit-là, sauf que eux, ils avaient prévu qu'il le fasse de l'autre côté. Après, Mika sait le faire des 2 côtés, donc c'était pas un problème. Et du coup, il est parti chercher sa clé de bras et c'était magnifique, quoi. Franchement, c'est vraiment un combattant que je pense tout le monde a envie de regarder. Et dès qu'il combat, tout le monde est prêt à prendre un pay-per-view, à payer ou à regarder, quoi, parce qu'on sait qu'il va y avoir une soumission, ou en tout cas, on sait que ça va bouger dans tous les sens et que ça va être un super combat. Aurélie Leverne, première française et français, personne de nationalité française, qui gagne les Europes. Alors il me semble, parce que j'ai revérifié, on n'était pas sûr, quand j'ai mis mon premier post sur internet, j'étais pas sûr, mais on a revérifié après, il me semble que c'est la première française en adulte ceinture noire à gagner les Europes de JJB en kimono. Franchement incroyable, moi j'ai eu la chance de m'entraîner avec elle un petit peu à Rio, je les ai rencontrés en fait en 2023 avec Tyrone, et en fait ils habitent en Guyane, donc Tyrone est d'origine brésilienne, mais il a vécu en Guyane, ils ont un club là-bas, et Aurélie est du sud de la France, Côte d'Azur il me semble, et elle est partie, je sais plus pour quelle raison, elle est prof de PS, elle est partie en Guyane, et en fait elle a connu le JJB et elle a kiffé, et ça fait 6 ans, et elle a eu sa ceinture noire là récemment, et elle est déjà championne. En 6 ans, voilà, il y en a beaucoup, souvent ils sont là, est-ce que tu penses, est-ce que c'est trop tard si je commence maintenant, etc. Après, elle a toujours été très sportive, physiquement, elle me fait la guerre, elle est très très forte physiquement. Techniquement, voilà, elle vient d'avoir sa ceinture. Ça se sent qu'elle a 6 ans de pratique et qu'elle vient juste d'avoir sa ceinture noire. Mais franchement, elle a des belles années devant elle. Si déjà là, elle a réussi à être championne d'Europe, franchement, ça peut être peut-être
notre première championne ADCC, parce qu'elle fait aussi du 100 kimono, et peut-être notre première française à être alors non, pas première française, parce qu'on avait déjà Laurence Cousin, mais du coup, la nouvelle française, ou personne d'origine, si c'est ça, d'origine, d'identité, bref, comment on dit, je sais plus. Bref, vous avez compris, française, français, à devenir championne du monde de JJB. Voilà, ça va être, je pense qu'il faut vraiment la suivre. Alors c'est dommage, on n'a pas assez de médias en France encore. Bon, il y a la violence qui commence un peu, la violence JJB, pour ceux qui ne suivent pas encore sur Instagram. Alors il y a eux qui sont pas mal, mais c'est dommage parce qu'on n'a pas assez de médias en France. J'essaye un petit peu d'apporter, mais je peux pas être sur tous les fronts. Parce qu'au club, on a de la boxe thaï, on a de la kickboxing, on a du MMA. Enfin voilà, on essaie d'être un peu partout, mais c'est difficile d'apporter tout le temps du contenu que JJB ou autre. Donc ça serait bien s'il y en a qui veulent communiquer un peu sur tous ces événements-là, ce serait top. Et vraiment, je pense que c'est vraiment l'avenir de du JJB, en tout cas pour nous en France. Et puis voilà, sinon l'événement, comme d'hab, ça a été un super événement, magnifique. Félicitations à la CFJB qui est en partenariat avec l'IBJF pour organiser cette compète à Paris. On est vraiment contents et je pense que ça va, avec tout le travail aussi qu'ils font avec l'équipe de France, ils misent sur l'avenir. Vous avez vu, ils s'occupent surtout de ceintures bleues, violettes, quelques ceintures noires. Mais ils font un excellent travail, quoi, et je suis persuadé que ça va payer. Pas tout de suite, c'est normal, ça prend du temps, mais ça paye déjà un petit peu. On n'a jamais eu autant de champions d'Europe dans les ceintures de couleur. Et je pense vraiment que ça va payer sur les ceintures noires d'ici 3, 4, 5 ans. Ça prend du temps, c'est normal. Mais voilà, félicitations à eux en tout cas. Donc super bel événement. J'étais vraiment content de venir à Paris, d'avoir fait le déplacement pour ça, d'avoir accompagné Mika, d'avoir vu Aurélie gagner ses Europes. Et puis voilà, d'avoir aussi rencontré tous les gens que j'ai pu rencontrer, prendre des photos et tout, c'était cool. Ça fait toujours plaisir. Merci pour le soutien. Et puis voilà. N'hésitez pas, comme d'hab, un like tout de suite, s'il vous plaît, pour m'aider à faire remonter la vidéo sur Internet. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, et puis laissez un petit commentaire pour me dire un peu ce que vous avez pensé aussi des Europes. Ça m'intéresse toujours d'échanger avec vous. Des fois, des choses auxquelles j'ai pas pensé, ça m'aide aussi à penser différemment aussi des fois. Je pense pas avoir la science infuse, donc c'est cool. Si vous pouvez m'apporter un petit peu votre analyse, et puis voilà. Merci à tous, on se voit dans la prochaine vidéo. Ossa!